Mais nous, maintenant, on y va, on va parler de stress et d'organisation parce que ce sont des sujets qui nous concernent tous et que c'est vrai, quand il y a des trucs qui marchent, bah, ça vaut le coup de le partager. Alors d'abord, on va parler du stress. Le stress de la vie moderne, de la vie stressante et je suis stressée et cetera. On en parle tous beaucoup du stress comme étant une des calamités du siècle d'ailleurs. On parle du stress et il a mauvaise presse. Oh là, ça c'est dur à dire. Il a mauvaise presse le stress. Et en fait, le stress, c'est quelque chose de naturel et de complètement anecdotique quand il est bien géré. C'est-à-dire le but, c'est pas d'être avec zéro stress, le but, c'est d'avoir un bon stress pour qu'il soit stimulant et efficace pour ce qu'on a à faire. Alors déjà, ce qu'il faut éviter, c'est de confondre le stress avec le reste. Le stress, ça n'est pas de la peur. La peur, c'est de la peur, c'est pas du stress. Le stress, ça n'est pas de l'angoisse. Pareil, nos angoisses, c'est un autre domaine, ça n'a rien à voir. Le stress, ça n'est pas du surmenage, bien que le surmenage puisse nous mettre en overdose de stress. Des fois, on a une surcharge de travail, des fois, on a des peurs, des fois, on a des angoisses. Ça n'a rien à voir avec le stress. Parce que le stress, en fait, à la base, c'est juste la réponse organique à une situation exceptionnelle. Point. Le stress, c'est ça. C'est-à-dire que mon organisme est confronté à une situation hors norme et donc il réagit à cette situation hors norme en mobilisant mes ressources pour que je puisse y faire face. Le stress, c'est essentiellement du cortisol et de l'adrénaline que mon organisme reçoit pour être opérationnel. Cortisol et adrénaline sont les 2 hormones du stress qui me permettent, donc quand j'ai un shoot d'adrénaline et un shoot de cortisol, ça me permet d'augmenter la rapidité de mes réflexes et mon acuité sensorielle. C'est-à-dire qu'en état de stress, sous les effets de l'adrénaline et du cortisol, je décuple mes capacités d'attention, de réaction par rapport à des situations normales. Voilà, c'est juste ça. Une situation exceptionnelle se présente, mon organisme réagit en me mettant en position de combat ou de fuite. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est programmé en tant qu'être humain. Quand on a des situations exceptionnelles, on est programmé pour fuir ou pour combattre. Point. Donc, c'est juste ça. Je suis devant une situation exceptionnelle. Mon organisme m'envoie toute l'adrénaline et le cortisol dont j'ai besoin pour que je sois en position de fuir ou de combattre par rapport à cette situation. Donc voilà, rien d'anormal. Je mène mon combat ou je fuis, et à partir du moment où j'ai réglé le problème de la situation exceptionnelle, le taux d'adrénaline et de cortisol redescend tranquillement, et je passe en mode récupération puis repos, et mon organisme va bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bon stress. Il ne sert qu'à ça, à me permettre d'affronter tous mes défis au fur et à mesure. Et si j'ai affronté mon défi, pouf, le stress redescend. Et une fois que j'ai récupéré et dormi, je suis à nouveau disponible. Je peux stresser tous les jours sans tomber malade tant que c'est du bon stress. Et ça peut même devenir une drogue. Vous prenez par exemple les présentateurs du JT, hein, Pernod qui a tenu 33 ans au JT, c'était un coup de stress tous les jours. Hein. Tous les jours, il était stressé. Mais tous les jours aussi, à la fin de son journal, pouf, il avait son taux d'adrénaline et de cortisol qui redescendait, il passait en mode repos et le lendemain, il pouvait recommencer. Et tant que le cycle complet s'accomplit, hein, la situation stressante, sécrétion d'adrénaline, etc., fuite ou combat, résultat, détente, récupération, repos, sommeil, et je suis prête à stresser à nouveau. Ça, c'est le bon stress. C'est le stress qui nous donne l'impression d'avoir une vie riche, excitante, d'avoir des défis à surmonter. Et à chaque fois que j'ai ce genre de stress, tout va bien. Ce qui fait que c'est du bon stress, c'est le résultat de mon combat ou de ma fuite. C'est juste ça. C'est-à-dire, si j'ai eu la bonne dose d'adrénaline et la bonne dose de cortisol, j'ai pu mener mon combat ou ma fuite à terme, et ben, dès que mon résultat est positif, pouf, tout ça redescend. Et donc, c'est pour ça qu'on peut stresser longtemps, beaucoup, souvent, sans avoir aucun problème d'organisme. Le problème, c'est quand, à la situation exceptionnelle, vient se rajouter une pression psychologique supplémentaire.
C'est pas du tout la même chose de présenter le 20h, par plaisir, excité, ça y est, antenne dans 3 minutes, et cetera, que de présenter le 20h avec le directeur de l'antenne qui dit: «Je vous préviens, si vous bafouillez à l'antenne, vous êtes viré». La pression psychologique supplémentaire, c'est ça qui va nous mettre en mauvais stress. Parce que là, du coup, il y a plus que une donnée supplémentaire qui aggrave la situation de manière en plus complètement arbitraire, parce que ça nous arrive à tous de bafouiller. Mais dès qu'il y a une pression psychologique supplémentaire, on sécrète trop de stress, trop d'adrénaline, trop de cortisol. Et comme on est trop stressé, au lieu de fuir et combattre de manière dosée, proportionnée, adaptée, donc avoir un résultat positif, eh ben, en surstress, on se met à faire des bêtises, on en fait trop, pas assez, on est paralysé de trac, de trouille, de machin, et du coup, on rate. C'est-à-dire que si vous me mettez aux 20 heures avec obligation de ne surtout pas bafouiller, je risque encore plus de bafouiller. Et donc, c'est cette pression psychologique supplémentaire qui fait qu'on passe du bon stress au mauvais stress et que le cycle complet ne peut plus s'accomplir. Je vais me mettre à stresser, la pression psychologique rajoute un pic de stress, du coup ma réponse fuite-combat est chaotique, du coup le résultat n'est pas du tout celui que je voulais, du coup le taux de stress ne redescend plus et comme il ne redescend plus, je ne peux pas passer en mode récupération, détente, repos. Et donc, je marine dans mon mauvais stress à me dire j'aurais dû, j'aurais pas fait, j'aurais machin. Et c'est cette pression psychologique qui fait que je passe, voilà, dans un cycle de mauvais stress. Et là, à ce moment-là, effectivement, le stress de la vie moderne devient un véritable poison parce que le cortisol nous use les nerfs, l'adrénaline nous fatigue le cœur, et comme on est en surexcitation, on ne peut plus se reposer, se détendre comme on aurait besoin. Donc, c'est ça qui va faire que le stress n'est pas bon pour nous. Donc, première chose à faire, c'est repérer dans votre vie quelles sont les situations où vous êtes en bon stress, où vous vous êtes fait un bon petit défi, vous êtes super content parce que vous l'avez relevé et que vous avez senti euh, après une période de stress, après le combat, après la fuite, après le combat, on a un moment, c'est presque de l'euphorie. On est flottant, plane, on refait le match. T'as vu? Et puis j'ai dit ça, j'ai fait ça, et bien. Et c'est un moment qui est vraiment euphorisant. Et dans cette euphorie, on reste un petit moment à planer et après, on sent revenir la fatigue et on passe en mode détente repos. Donc, le bon stress, vous avez les indicateurs pour le repérer. Une situation exceptionnelle qui vous a mis face à un défi que vous avez relevé, l'état dans lequel vous êtes senti après le défi, tout flottant, tout léger, presque euphorique, waf, c'est fait, et ben, vous a permis après de sentir que c'était bon et que votre organisme passait en mode repos. Le mauvais stress, par contre, vous a laissé mariner dans tout ce mal-être. Et dans ce cas-là, on passe plus en mode récupération, on ne se repose plus, on reste fatigué. Et là arrive le cortège de difficultés qui sont liées au mauvais stress. Donc, j'ai à côté de moi pour vous le dire, nervosité, migraine, insomnie, troubles de la digestion, difficultés de concentration, irritabilité, agitation, palpitations, maux de dos, troubles de la mémoire. Voilà. Et au passage, divorce, puisqu'on attribue au stress l'augmentation des divorces. Donc, c'est un vrai problème. Donc, le but, c'est pas de ne plus stresser, c'est juste d'éviter ce qui est du mauvais stress. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc, le stress supplémentaire de la pression psychologique vient d'un ordre intérieur. C'est-à-dire, j'ai la situation à laquelle je dois faire face et puis il y a un ordre intérieur qui vient rajouter une pression et cet ordre intérieur, cet ordre psychologique que je me donne à moi-même, eh ben, c'est simple, il y en a pas beaucoup, il y en a 5 des possibilités de cet ordre. Premier ordre, alors je vous les dis tous, puis après on va les décortiquer. Les 5 stresseurs intérieurs, c'est sois parfait, sois fort, dépêche-toi, acharne-toi et fais plaisir. À chaque fois que je me rajoute une dose de stress mauvaise, c'est que je suis sous l'emprise d'un de ces stresseurs. Donc, si on reprend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de présenter les 20 heures avec le directeur de la chaîne qui dit si tu bafouilles, je te vire, ce qu'il active en moi, c'est un sois parfait.
hein, puisque j'ai pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Si, quelqu'un me dit: «Oh allez, force-toi, fais-moi plaisir», il active le «fait plaisir» à l'intérieur de moi. Si quelqu'un vous dit: «Bon, bah, c'est pour maintenant là, il faut vous dépêcher», il active le «dépêche-toi» à l'intérieur de moi. Et donc il y a le stress, les tentatives de nous stresser à l'extérieur. Il y a des gens qui nous demandent d'être parfaits, il y a des gens qui nous demandent d'être forts, il y a des gens qui nous demandent de nous dépêcher, il y a des gens qui nous demandent de nous acharner, de faire plein d'efforts. Il y a des gens qui nous demandent de leur faire plaisir, mais c'est parce que ça correspond à mon ordre intérieur que je réponds. Par exemple, si une fois pour toutes, moi j'ai décidé que je ne me dépêcherais plus, que j'avais pas de train à prendre, qu'il y avait rien d'urgent ici-bas, vous pourrez toujours essayer de me coller la pression de l'urgence, vous n'y arriverez pas. C'est bien parce que votre pression d'urgence résonne avec mon ordre intérieur que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Donc le but, c'est pas de dire aux autres arrête de mettre la pression, c'est de dire plutôt à notre intérieur, ne réponds pas à la pression qu'on essaye de te mettre de l'extérieur. Vous voyez le mécanisme, hein, c'est futé parce que après, moi, si je l'ai plus, vous pouvez toujours me dire dépêche-toi, je vous répondrai, bah écoute, il fallait me le demander plus tôt. Hein. Pas la peine de, c'est pas en t'y prenant la dernière minute que tu vas obtenir quelque chose de moi, il fallait t'y prendre beaucoup plus tôt. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors on va reprendre les ordres les uns après les autres. Le premier ordre intérieur soit parfait, eh ben, je dirais, il est redoutablement complet. Parce que la perfection, c'est tout de suite, maintenant, complètement réussi ou raté. Enfin, c'est tout ou rien, c'est sans nuance le soi parfait. Et c'est très complet, hein, parce que pour être parfait, il en faut beaucoup. Si vous êtes concerné par le soi parfait, allez voir mon article Le grain à moudre sur mon site, hein. Vous allez sur mon site, vous allez sur les chroniques. Il y a une chronique, un grain à moudre qui s'appelle Le perfectionnisme, stratégie d'autodéfaite. Je décortique un petit peu plus tous les mécanismes du perfectionnisme, parce que c'est vrai que c'est un vrai poison, la perfection. Et en fait, sous l'emprise de l'ordre soi parfait, ce que je m'interdis, c'est le droit à l'erreur. Quand je m'oblige à être parfaite, j'ai plus le droit de me tromper, j'ai plus le droit de faire une erreur. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est quand tout ou rien, j'ai fait une erreur, j'ai tout foiré. Si j'ai pas de soi parfait, j'ai le droit à dynamique, essai, erreur, je me suis trompée, j'ai oublié un truc, je recommence, c'est pas bien grave. J'ai bafouillé, je reprends ma phrase. Si je suis en soi parfait, j'ai bafouillé, c'est un drame. Voilà. Donc l'antidote au soi parfait, c'est le droit à l'erreur. Plus je me donne le droit à l'erreur, eh bien, plus je suis résistante au soi parfait. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi-même, c'est de me redonner pleinement le droit, et je le fais souvent en stage, je suis parfaite dans mon imperfection et vous n'arriverez pas, je vous assure, vous n'arriverez pas à me faire stresser et culpabiliser parce que je ne suis pas parfaite. Parce que mon imperfection, je l'ai acquis depuis longtemps. Tu savais pas ça, toi? Bah non, je savais pas, je suis ravie de l'apprendre. Mais tu vois pas que tu t'es trompée? Ah bah ouais, je me suis trompée, pardon, bah je recommence. Hein? Ah mais dis donc, tu as des poils, tu as des kilos, tu as des rides. Bah oui, j'ai des poils, des kilos, des rides. Et alors, plus on accepte son imperfection, plus c'est simple après de résister à cette pression du soi parfait. Donc, vous êtes parfait dans votre imperfection. Redonnez-vous le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des robots. Donc, bah oui, un humain, c'est faillible. L'erreur est humaine, on l'a tous dit. Donc, puisque l'erreur est humaine, redevenez humain en vous redonnant le droit à l'erreur. Ça, c'est pour le soi parfait. Le deuxième, c'est sois fort. N'aie pas d'émotion, n'aie pas de fatigue, sois plus endurant que la moyenne, montre que tu es quelqu'un de solide sur qui on peut compter, etc. Oui, non, mais on est tous fatigables, on a tous des émotions, on a nos jours avec et nos jours sans. Donc l'antidote au soi fort, c'est justement se redonner pleinement le droit d'être un humain avec ses jours avec, ses jours sans, ses moments de fatigue, ses failles. Nous avons tous nos failles et rien à prouver au niveau de ma force et de mon endurance. Quand on débranche le soi fort, eh ben, on peut s'autoriser effectivement par moment à dire bah oui, là j'ai craqué, bah, et alors j'ai craqué, c'était trop dur. Eh ben, je me repose et puis je repars à l'attaque après. Donc l'antidote au soi fort, c'est le droit aux émotions, le droit à la fatigue, le droit de se ménager en tant que petit être humain au lieu de tenir, tenir, tenir coûte que coûte pour prouver quoi à qui on se demande. Parce que les gens qui vous demandent de tenir, de tenir, de tenir, de toute façon, le jour où vous lâchez, ils vous le reprochent quand même. Donc, plutôt vous lâchez, en meilleure santé vous êtes, et de toute façon,
Le jour où vous arrêtez, chez ces gens qui vous demandent d'être fort, ils vous le reprocheront de pas être fort, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Quand ils vous disent: «Ouais, tu es vraiment pas solide», bah non, je suis pas solide, moi, je suis pas en métal, hein. Je suis un petit humain, j'ai un chair et os, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de m'amuser et oui, non, j'ai pas tenu, c'est vrai et j'en suis fière de pas avoir tenu parce que ça veut dire que j'ai respecté mon organisme. Donc le «sois fort», on l'évacue. Le «dépêche-toi», celui-ci, c'est vraiment un stresseur de la vie moderne, hein. Ça n'avait aucun sens au temps de la chasse aux mammouths de se donner rendez-vous à côté du dolmen à 17h45, hein. On allait à la chasse aux mammouths quand le soleil était là, quand il y avait des mammouths, etc. De la même façon, le rythme des saisons, on moissonnait bah, quand le blé était mûr. On ne moissonnait pas à 17h18, vendredi 24 à 17h18. euh, on attendait que le blé soit mûr et c'est à ce moment-là qu'on le récoltait. Donc, toute la période, je dirais, préhistorique et rurale des humains, le temps n'avait pas d'importance. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu dans un dépêche-toi? Eh ben, c'est l'ère industrielle avec les usines, avec le travail à la chaîne, le taylorisme, l'organisation et machin, mais c'est quand même toujours un peu au même qu'on demande de se dépêcher et de tenir la cadence, hein. Donc, il faut vraiment vous rappeler ça. À chaque fois que vous avez le dépêche-toi allumé, c'est que vous vous comportez comme un de ces pauvres ouvriers du début du siècle, avec les cadences infernales dans les usines, ou qui devaient fournir tant de pièces à l'heure, etc. Euh, donc, la majorité des situations où on est dans l'urgence, dans la pression, etc., c'est purement manipulatoire et c'est purement pour servir les intérêts financiers de quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment important de le savoir. Donc, d'autant plus que maintenant, les usines fonctionnent, comme on dit, à flux tendu, puisqu'ils n'ont plus les moyens de faire du stock. Donc, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut qu'on sorte de ce dépêche-toi, qu'on reprenne le temps de vivre. Il n'y a d'urgent ici-bas que l'arrêt cardiaque. D'accord, hein. Tant qu'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas de raison de se dépêcher. J'ai raté mon train, bah, je prendrai le suivant. Il n'y a rien qui justifie qu'on soit dans cette urgence permanente. Donc, réapprendre à prendre le temps de faire les choses, à dédramatiser quand on est en retard, etc. Mais c'est hyper important pour votre capacité à stresser. Comment on lutte contre le dépêche-toi? On fait cette prise de conscience. On fait sien le dicton de Charles-Maurice de Talleyrand. Charles-Maurice de Talleyrand qui disait: si c'est urgent, c'est que c'est déjà trop tard. J'aime beaucoup cet adage. Et puis, on se donne des plages de temps raisonnables pour faire les choses. Au lieu de se dire, je fais le plus vite possible, je dis un truc comme ça, normalement, ça prend 10, 20, 50 minutes, ça, il me faut une bonne heure, et je remets dans mon emploi du temps des tranches de temps qui sont suffisamment larges pour pouvoir faire les choses posément, hein. Dans l'urgence, on fait que des bêtises, on le sait tous. Dans la pression de l'urgence, on oublie des trucs, etc. Et souvent, d'ailleurs, en se dépêchant, on fait des bêtises et on perd du temps à essayer de les rattraper. Si quelqu'un vient vous voir en vous mettant la pression de l'urgence, il faut vraiment que vous preniez l'habitude de lui dire: écoute, ça c'est ton urgence, fallait me le demander plus tôt, fallait anticiper. Et même après, quand vous êtes bien, bien solide dans votre droit de prendre votre temps, quand quelqu'un vous met la pression de l'urgence, vous pouvez même apprendre à répondre: écoute, par principe, je vais dire non parce que j'ai horreur qu'on me mette devant le fait accompli. Voilà. Comme la plupart du temps, entre nous, les seuls qui vous mettent la pression de l'urgence, c'est les manipulateurs, eh ben, ils en seront pour leurs frais, hein. Si à chaque fois vous dites: j'ai entendu ta demande, j'y réfléchis, je te rappelle, ou ah ben non, là tu me le demandes trop tard, j'ai plus le temps d'y réfléchir, donc par principe je dis non, ça va beaucoup calmer les gens de vous mettre cette pression, cette pression, cette pression. Euh, mais c'est valide aussi au travail, hein. On vous donne un travail euh, et on vous dit c'est pour tout de suite. Non, mais attends, stop, tu as vu, hein, les chefs, il faut aussi qu'ils apprennent à manager. Tu me donnes ça, ça représente tant de temps de travail, je ne peux pas te le rendre maintenant. Et d'autre part, j'ai d'autres trucs à faire. Alors il faut que tu me dises si tu veux que je laisse tout tomber pour faire ton truc, mais tu me donnes quand même le temps pour le faire, ou s'il faut que je fasse aussi les autres choses, auquel cas, il va falloir que tu fasses toi-même tes choix et tes tris et tes urgences, parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir assurer. C'est vraiment important de fonctionner comme ça. J'ai travaillé quand j'étais jeune dans une entreprise
où, il y avait une espèce d'inflation au présentéisme. C'était une horreur, ils se tiraient la bourre, la les chefs, et ils restaient tous le plus tard possible au bureau. Je me souviens que c'était la directrice du service, informatique qui était la dernière à partir à 2 heures du matin. Non mais 2 heures du matin, ça va bien, quoi, et les pauvres secrétaires de ces gens-là qui se tiraient la bourre, dans leur présentéisme: «Moi, je suis trop fort, je suis tout le temps au boulot» et cetera. Elles se croyaient obligées de rester, et donc, toutes les secrétaires étaient fatiguées, en surstress, harcelées, et cetera. Jusqu'au jour où le chef pilote a embauché une nouvelle secrétaire. Il a testé le truc en lui disant, avec son petit air chafouin, je me souviens de lui, son petit air chafouin, il lui dit, «Ouais, je vous préviens, je travaille tard, hein, le soir». Et elle l'a regardé avec un beau sourire, elle lui a dit: «Ah ben, on va pas beaucoup se voir parce que moi je viens tôt le matin». Et ça coupait net le jeu. À partir du moment où cette secrétaire-là s'est autorisée à revenir travailler en horaire de bureau, les autres secrétaires ont pu suivre. Comme quoi, quelquefois, un petit peu d'affirmation de soi, ça suffit pour recadrer les choses. On est responsable de ne pas accepter que les autres nous mettent la pression de l'urgence. Et je me souviens aussi d'une anecdote que j'ai trouvée, enfin amusante. Oui, j'avais trouvé amusante. C'est un couple qui venait me voir pour des problèmes de couple. Et donc, moi, j'aime bien, dans les histoires de problèmes de couple, travailler sur du concret. Je dis donc, est-ce que vous pouvez me parler de votre dernière dispute en date pour qu'on ait du matériel concret pour voir comment ça se joue, etc. Et tous les deux, ils se regardent, ils me disent, ah bah oui, on s'est disputé juste en venant vous voir. Ah, bah très bien, c'est à propos de quoi? Eh ben, on était en route pour venir vous voir et on venait en train, et donc on était en route en voiture pour aller au parking de la gare, et mon mari s'est aperçu qu'il avait oublié son portefeuille. Donc on a fait demi-tour pour revenir à la maison, et après on est revenu à tombeau ouvert à la gare pour poser la voiture pour avoir quand même notre train. Et donc, moi, je me fais un peu l'idée dans ma tête, et je dis à la dame: «Oh, mais enfin, c'est pas la peine d'essayer d'écraser une poussette ou un landau pour avoir un train, quoi. Comment ça s'est passé dans la voiture? Il roulait comme un fou, et vous, qu'est-ce que vous faisiez?» Et elle me fait: «Bah, je lui disais d'aller plus vite». Donc ils avaient tous les deux leur dépêche-toi à mort, et juste pour un rendez-vous avec moi, et ben, ils ont pris des risques énormes en voiture, enfin, pour avoir un train, quoi. Donc il y a un moment donné, si c'est urgent, c'est que c'est déjà trop tard. Ne prenez pas des risques inconsidérés pour des conneries. Parce que là, ces 2-là, c'est sûr qu'ils avaient à travailler sur leur couple. Mais si, en se dépêchant pour venir au rendez-vous, ils avaient renversé une maman avec sa poussette sur le passage clouté, je suis pas sûre que ça aurait arrangé leur problème de couple, quoi. Il y a un moment, il faut remettre les trucs dans l'ordre. Donc il y a rien d'urgent, on se calme, tout va bien, on prend le temps qu'il faut pour faire les choses, et on retrouve le plaisir aussi de se poser dans son présent. Parce que quand on fait les choses en étant posé, même faire la vaisselle, ça peut devenir l'équivalent d'une méditation. On a les mains dans l'eau de vaisselle, et comme on fait les choses au rythme où on a à les faire, on a le plaisir de sentir les assiettes qui redeviennent propres et tout. Ça devient une véritable méditation. Si je fais la vaisselle à toute vitesse, d'abord je risque de casser des trucs et de me blesser, de me couper avec les couteaux, et en plus, je suis en surstress pour rien, pour rien. Donc, hein, on prend le temps. Voilà, c'est mon troisième stresseur. Quatrième stresseur, c'est acharne-toi ou fais des efforts. Chez les gens qui ont un acharne-toi intérieur activé, c'est le droit de se simplifier la vie qui est exclu. C'est vraiment très bizarre à voir fonctionner. La facilité est exclue, seules les choses compliquées ont un goût de victoire, et si j'en ai pas bavé des ronds de chapeau, ben dans ce cas-là, ce que j'ai fait, ça vaut rien. Ça, c'est un peu un truc de pense-trop, hein, méfiez-vous, hein, avec les cerveaux complexes compliquent les choses simples, hein. Et comme votre cerveau, dans d'autres domaines, manque de complexité, il va avoir tendance à faire des trucs compliqués, alors que ça pourrait être extrêmement simple. Donc, donnez toute la complexité dont il a besoin à votre cerveau dans des espaces, par exemple, créatifs. Là, oui, ça sera très bien pour lui que ce soit complexe, qu'il ait plein de trucs à penser. Mais dans la vie de tous les jours, au lieu de vous compliquer les choses, apprenez à vous les simplifier. Mettez plutôt votre intelligence, votre créativité au service de votre fainéantise pour faire les choses le plus simplement, le plus facilement possible. Et c'est OK de se simplifier la vie. C'est OK de se simplifier la vie. Parce que souvent, quand on les complique, on perd du temps, on se fatigue, etc., pour le même résultat. Donc, si on peut faire la même chose tout simple, et donc si vous êtes du genre à dire non, mais c'est rien parce que c'était facile, écoutez-vous le dire, hein. Ou si vous en voulez à ceux pour qui tout semble facile et évident,
ça veut dire que vous avez le acharne-toi à l'intérieur. Donc, redonnez-vous le droit de vous simplifier la vie au lieu de vous la compliquer. Et le dernier, qui est aussi très embêtant, c'est le fais-moi plaisir. Fais plaisir. À chaque fois que j'active le fais plaisir à l'intérieur de moi, je dois faire plaisir aux autres, et ben, je suis plus du tout au contact de mes besoins, de mes envies, de ma physiologie. Je suis juste centrée sur les autres, hein. Et le fait plaisir est quelque chose d'extrêmement pourri, en fait, quand on y réfléchit. Parce que celui qui vous demande de lui faire plaisir, il ne s'intéresse pas à savoir si ça vous fait plaisir. C'est lui. Fais-moi plaisir à moi, à moi, à moi. Fais-moi plaisir. Mais toi, même si ça te coûte de me faire plaisir, il faut que tu me fasses plaisir. Vous voyez comme c'est pourri le fait plaisir. Et après, appliquez-le à tous les contextes que vous voulez. On ne devrait jamais faire quelque chose pour faire plaisir. On peut faire les choses pour se faire plaisir, en faisant plaisir à quelqu'un, mais ça doit être conscient, dosé, calculé, et ça ne doit pas être juste dans une espèce d'automatisme à s'adapter aux demandes des autres, hein. Je peux décider que j'ai très envie de faire plaisir à mon chéri en lui faisant un bon petit repas, ok, mais il faut vraiment que ça me fasse plaisir de lui faire plaisir. C'est pas parce que je sais juste qu'il fait la tête quand je ne fais pas bien à manger. Vous voyez la distinction. Et il faut vraiment s'interroger sur ce mécanisme. C'est quoi ce fait plaisir? Allez, fais-moi plaisir, finis ton assiette. Pardon? Depuis quand on finit son assiette pour faire plaisir à quelqu'un? Oh, je finis mon assiette si j'ai faim. Je ne finis pas mon assiette pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, on le retrouve surtout. Allez, reprends-en un peu. Non, merci. Je t'ai dit non, merci. Pourquoi les gens sont insistants comme ça? Hein, fais-moi plaisir, bois, trinque un coup à la santé de. Et je bois un coup si j'ai envie de boire un coup. Je ne bois pas un coup. Je ne vais pas m'alcooliser pour te faire plaisir si je n'ai pas envie d'alcool. Par exemple, le jour où j'ai mal au crâne, je suis fatiguée et où je sais que quand je suis fatiguée, que j'ai mal au crâne, je ne tiens pas à l'alcool, je vais dire non merci, je préfère de l'eau. Allez, fais-moi plaisir. C'est quoi ce fais-moi plaisir? Tu veux que je me file mal à la tête toute seule pour te faire plaisir, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à être extrêmement vigilante sur toutes ces situations où vous êtes avec le fait plaisir activé. D'autant plus que souvent, quand on a peur de ne pas faire plaisir, c'est qu'on a peur d'être égoïste. D'accord, hein? Oui, mais si je fais pas plaisir aux autres, alors je deviens égoïste. C'est souvent comme ça qu'on me l'a présenté, hein. Oui, tu es trop égoïste, tu pourrais me faire plaisir, etc. Donc, je vais vous donner une bonne fois pour toutes une définition de l'égoïsme pour que vous puissiez à l'avenir la ressortir à qui vous traitera d'égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Elle est jolie celle-là, hein. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc la personne qui vous traite d'égoïste vous reproche de ne pas avoir pensé à lui, hein. Donc c'est lequel l'égoïsme? Donc la prochaine fois qu'on dit ouais, t'es trop égoïste, ah tiens, petit Colin m'a donné une définition de l'égoïsme. Tu sais ce que c'est un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Puis vous le laissez mouliner comme ça. Mais vraiment, je vous invite à vous libérer définitivement du fait plaisir. Le fait plaisir ne doit jamais passer avant votre repos, vos besoins, vos envies, vos valeurs, hein. C'est moi d'abord, est-ce que c'est juste pour moi? Il y a une question qu'on peut se poser avant de faire plaisir à quelqu'un, c'est qu'en pense mon âme? Est-ce que mon âme trouve que c'est juste de faire ça? Ou c'est juste par peur de ne plus être aimé, par peur d'être contrarié, par peur que l'autre soit vexé, par peur d'être rejeté? Pourquoi j'active mon fait plaisir? Est-ce que c'est vraiment parce que ça me fait plaisir de faire plaisir? C'est très rare, c'est très rare. Parce que quand j'active mon fait plaisir parce que ça me fait plaisir, je ne suis pas en stress. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc maintenant, vous le savez, tant que vous stressez parce que vous avez un défi à surmonter, c'est du bon stress. Fuite ou combat et j'affronte ma difficulté. À partir du moment où c'est du mauvais stress, c'est que vous avez du sois parfait, sois fort, dépêche-toi, acharne-toi, fais plaisir à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment important de vous redonner le droit à l'erreur, de vous redonner le droit d'être fatigable et d'avoir des limites, de vous redonner le droit de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses et de vous redonner le droit de vous simplifier la vie. J'avais oublié le acharne-toi, je crois. Et de vous redonner aussi le droit de ne pas faire plaisir à tout le monde, parce que faire plaisir à tout le monde, c'est faire plaisir à n'importe qui.
Ça aussi, vous y réfléchirez. Ma gentillesse se mérite. Si je suis aussi fait plaisir et aussi gentille avec les étrangers qu'avec mes proches, comment peuvent-ils savoir qu'ils me sont plus chers que les autres? Ça aussi, hein. Voilà, donc c'est vraiment important de garder votre fait plaisir pour que ce soit quelque chose qui fait vraiment plaisir à des gens à qui vous avez envie de faire plaisir et que ce ne soit pas un automatisme. Voilà, donc là, vous avez les moyens de gérer votre stress et d'en faire quelque chose de très constructif, de très positif, qui va faire que vous aurez l'impression d'avoir une vie riche et excitante parce que vous aurez juste la bonne dose de stress pour surmonter vos défis et pouvoir avancer dans la vie. Je termine sur le stress en vous disant que si j'étais à stress zéro, ben, je ne me lèverai pas le matin. Donc, de toute façon, le stress, c'est aussi un bon moteur pour faire les choses. Tant que c'est du bon stress, il n'y a aucun mal à avoir du stress. Voilà, ça, c'était pour le stress. Et maintenant, je voudrais vous parler d'organisation personnelle. Et là, il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités dans la façon de vous organiser. Vous pouvez être quelqu'un qui est monotâche ou quelqu'un qui est pluritâche. Est-ce que vous êtes plus performant quand vous faites euh, les choses les unes après les autres ou est-ce que vous êtes plus performant quand vous faites les choses en même temps? Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Supposons que mon patron m'a donné 10 dossiers à traiter. Alors, j'ai une pile de 10 dossiers sur mon bureau, d'accord? Et j'ai la journée pour traiter mes 10 dossiers. Si je suis en cerveau monotage, je prends le premier dossier, je l'ouvre, je le traite, je le ferme, je le mets à côté. Puis j'attrape le deuxième dossier, je l'ouvre, je le traite, je le ferme, je le mets à côté. En cerveau monotage, je fais passer la pile de dossiers d'un côté, de l'autre côté, et si j'ai bien travaillé à la fin de la journée, eh ben, peut-être je suis arrivée aux 10, mais peut-être j'en ai fait que 7 dossiers sur les 10. D'accord? Mais en tout cas, je sais combien de dossiers j'ai traités. Si j'ai un cerveau pluritâche, je vais ouvrir mes 10 dossiers sur le bureau et je vais les faire avancer simultanément. Donc peut-être je vais dire, bah ça, il faut que j'appelle la compta, tu peux me faire passer tel machin, le temps que la compta m'envoie tel document, je regarde celui-ci, là il me faut ça, je vais le frapper, je vais l'imprimer, ça c'est un formulaire à remplir, je le remplis, ah ça y est, la compta m'a ramené le document qui manquait, je peux le mettre dans le premier dossier, etc. C'est ça être pluritâche. Alors que le monotâche, il appelle la compta, puis il attend que la compta ait répondu, ah ça y est, j'ai le truc. Vous voyez la différence. Et donc, si ça se trouve, moi, en cerveau pluritâche, j'aurais traité mes 10 dossiers à 80%, là où mon collègue monotâche n'aura fait que 7 dossiers. D'accord? Donc, je peux être beaucoup plus efficace en pluritâche qu'en monotâche. Mais le problème, c'est que mon patron, il verra qu'il y a 7 dossiers qui sont faits chez mon collègue et que moi, je n'ai rien fait. Parce que tant que mes dossiers sont ouverts, ce que j'ai fait ne se voit pas. Donc, c'est vraiment important de réaliser que ce sont deux façons de s'organiser. Donc, s'il y a des patrons qui nous entendent aussi d'apprendre à repérer lesquels de ces employés sont pluritâches et d'imaginer que même en étant pluritâche, on peut être aussi efficace, voire plus qu'un monotâche, mais que c'est beaucoup moins mesurable. Mais pour vous, pour votre stress, je vous invite à revenir à un cerveau qui soit plutôt monotâche. Et je vais vous expliquer comment. L'idéal, c'est de s'organiser en étant pluritâche. Je vais faire ça ensuite, je ferai ça ensuite, je fais ça. Un côté très, très global et chronologique, c'est mieux que je commence par ça, etc. Mais une fois que vous êtes organisé, si vous voulez vraiment être efficace, il faut repasser en cerveau monotâche. Et là, on va retrouver notre monde industriel, les cadences infernales, le taylorisme, etc. Mais c'est objectif que le taylorisme marche bien. Le taylorisme marche bien, on est beaucoup plus efficace en faisant ensemble toutes les tâches d'une même nature plutôt qu'en étant en train de faire un truc, l'autre, un truc, l'autre, un truc, l'autre. Je vais prendre un exemple très bateau. Quand je fais le ménage, plutôt que de faire le ménage pièce par pièce, il vaut mieux que je fasse le ménage tâche par tâche. D'abord, je fais la poussière partout, ensuite je fais les surfaces partout, ensuite je passe l'aspirateur partout et enfin je passe la serpillière partout.
plutôt que je fais la poussière ici, je fais les surfaces, je fais l'aspirateur, le truc. Et ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux en étant en sériant les tâches et en les faisant. D'autant plus que quand on fait les tâches, de la même série en même temps, on peut aussi passer en mode cerveau libre où on réfléchit plus trop à ce qu'on fait et où on laisse le corps faire les choses. Donc moi, je vous invite vraiment à devenir le plus monotache que vous pouvez. Voilà. Et l'astuce aussi, et ça c'est vraiment très utile à connaître pour les gens qui pensent trop, l'astuce est de toujours finir une tâche avant d'en commencer une autre. Parce que je vous connais, vous avez dit que vous alliez faire le ménage, vous arrivez dans une pièce, ah oui, mais j'avais dit aussi que je lancerais une machine. Bon, bah, donc j'attrape le linge, je vais mettre la machine en route. Du coup, à côté de la machine, je vois qu'il y a les plantes vertes qui en sont. Je dis, oh, zut, j'ai pas arrosé les plantes vertes, donc je veux m'arroser les plantes vertes. En arrangeant les plantes vertes, je tombe sur le courrier qui n'est pas ouvert, zut, j'ai pas ouvert mon courrier. Et en fait, à la fin de la journée, vous n'avez rien fait. Donc, c'est de dire, c'est toujours intéressant aussi d'avoir un petit calepin et de dire, bon, bah, j'avais dit que je lancerais une machine, je le note là pour ne pas oublier après, mais je termine ma poussière parce que j'étais partie là-dessus. Je passe là, où là, les plantes, elles ont soif, je note, arroser les plantes, je le remets dans mon. Mais je n'arrête pas ce que j'étais en train de faire pour ne pas me retrouver dans une dispersion complète. Et l'astuce, c'est d'apprendre à faire des to-do list pour justement vous dégager l'esprit. Faire des to-do list. Des to-do list, oui, vous passez à côté, tiens, il faudra que je pense à arroser les plantes, etc. Parce que sinon, vous avez un morceau du cerveau qui reste en bug. N'oublie pas de payer l'assurance, n'oublie pas de payer l'assurance, n'oublie pas de payer l'assurance. Ça fait un morceau de cerveau qui est bouché et c'est pas pour ça que vous n'oublierez pas de payer l'assurance. Alors que si vous le notez, pensez à payer l'assurance, vous vous libérez l'esprit et comme c'est noté, vous êtes sûr que vous ne l'oublierez pas. Et après, vous revenez sur votre carnet, j'avais ça et ça et ça à faire. Comment on s'organise au mieux? C'est en subdivisant nos tâches en sous-tâches de 10 à 30 minutes. Souvent, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'on s'est fait un truc, mais comme ça, hein, faire le ménage, faire ma compta. Hein, et souvent, les gens se croient paresseux ou procrastinateurs, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont juste oublié de découper la tâche en sous-tâches. C'est un principe PNL. Comment est-ce qu'on mange une baleine? Eh bien, on la mange bouchée après bouchée. Il faut découper la baleine pour pouvoir l'avaler. Eh bien, nos tâches, c'est pareil. Je vous dis, je vais faire ma compta, je ne vais rien faire du tout. Parce que ma compta, c'est une baleine. Un plaisir, mon compta. Coucou, ma compta, c'est une baleine. Mais si je subdivise ma compta en je vais m'occuper des chèques, je vais m'occuper des entrées, je vais m'occuper des sorties, je vais m'occuper de recoller les factures, enfin, peu importe, hein, après chacun a ses trucs, je vais faire mes kilomètres, peu importe, hein, je vais aller sur PayPal récupérer mes listes, mes relevés mensuels, etc. Bon, il y a plein de tâches dans faire ma compta. Il y a plein de tâches dans faire le ménage. Il y a plein de tâches dans remplir mon dossier pour je sais pas quoi, la MDPH. Il y a plein de tâches dans une. Et plus on subdivise, plus ça devient simple à faire. Et donc, ça fait des to-do list très longues. Hein. Si je fais sur ma to-do list faire ma compta, c'est très court, mais je ne le ferai pas. Si je détaille, m'occuper des chèques, m'occuper des cartes bleues, m'occuper des entrées, m'occuper des sorties, m'occuper des factures, m'occuper des PayPal, etc., plus j'ai détaillé ma to-do list, plus je vais pouvoir rentrer dedans. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Si je me mets devant ma liste de tâches et que je vois m'occuper des chèques et que je sais que les chèques, ça va me prendre 10 minutes, je m'occupe des chèques. Si je suis devant ma compta et que je sais que j'en ai pour 2 jours, je ne rentre pas dedans. Donc, subdivisez, subdivisez, subdivisez le plus que vous pouvez des tâches de 10 à 15 minutes, 30 minutes maximum. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir activer le bon stress parce qu'il ne me faut pas le même stress pour faire ma compta ou pour m'occuper des cartes bleues. Hein, voilà, ce n'est pas le même niveau de stress. Donc, et en plus, à chaque fois que je raye ma to-do list, même si c'est au bout de 10 minutes, eh ben, euh, j'ai la réponse au stress, c'est-à-dire j'ai stressé, j'ai fait. Donc, je passe en récupération à chaque fois. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et puis à la fin de la journée, je regarde ma to-do list. Alors c'est vrai, c'est des tâches de 10 minutes, on ne va pas chipoter.
Mais j'en ai, l'air de rien, j'en ai fait aujourd'hui. J'en ai fait beaucoup plus que ce que je crois si je note pas ce que je fais et que je fais pas mes to-do list. Donc ça, c'est vraiment important. Détailler, 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 rayer, rayer, rayer. Et ça implique règle, vraiment, règle d'airain, ne jamais commencer une tâche avant d'avoir fini la précédente. Et on repasse, alors là, pour les penses-trop, c'est compliqué, mais on repasse en cerveau monotage, en pensée linéaire, hein, en pensée séquentielle, et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir être bien organisé. Donc, des listes bien détaillées, bien, c'est-à-dire comme ça. Et l'astuce, alors là, je vais vous en donner deux, ces deux astuces opposées, vous allez voir laquelle marche le mieux pour vous. Première astuce, faire ce que je déteste faire en premier. Dans la to-do list, toujours commencer par ce que j'aime le moins faire. Pourquoi? Parce que du coup, justement, au niveau stress, c'est un c'est fait, je suis super contente. Et ça, du coup, tout le reste paraît super léger. D'accord? Donc, je vous donne un exemple personnel très concret. Moi, c'est la caisse du chat. Je déteste faire la caisse du chat. Donc, si je ne commence pas par la caisse du chat, ce qui va se passer, c'est que moi, après, je suis capable de vous faire les plaintes au coton-tige pour retarder le moment d'aller faire la caisse du chat. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas productif du tout. D'accord? Et donc, commencer par ce que j'aime le moins faire, une fois que la caisse du chat est faite, comme c'est le pire, tout le reste, après, c'est tout léger, ça devient tout simple de faire tout ce que j'ai à faire. Je suis toute contente, je finis à booster, etc. Et tellement fière de moi d'avoir fait la caisse du chat. Je sais, mes exemples, ils sont basiques, mais bon, ça permet d'expliquer les choses très simplement. Mais il peut y avoir aussi autre chose, c'est-à-dire je peux le prendre à l'envers. C'est-à-dire que la caisse du chat est tellement pourrie que si je ne la fais pas aujourd'hui, le chat, c'est sûr, il va les faire sous le canapé. Donc, il faudra bien que je fasse la caisse du chat. Et donc, je peux aussi, avec cette sale manie que j'ai de retarder le moment de faire la caisse du chat, d'en profiter pour faire plein de choses qui me donneront bonne conscience de les avoir faites, tout en sachant que de toute façon, inéluctablement, je la ferai. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Soit je me débarrasse de ce que j'aime le moins faire et ça me redonne plein de pêche et très fière de moi pour faire le reste. Soit je sais que de toute façon, à l'échéance, je serai obligée de le faire et tout ce que j'aurai fait entre-temps et ben, ce sera toujours ça de fait aussi. Donc, je vous laisse sentir ce qui pour vous risque de le mieux fonctionner. euh, et, euh, et puis, ça dépend des contextes en fait. Moi, je le vois aussi en tâches administratives. Quelquefois, le fait de retarder un truc que j'ai pas envie de faire, ça me motive vachement pour en faire en amont. Et je raye mes listes. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors, je crois qu'il y en a parmi vous qui vont passer très prochainement des examens. Il me semble que vous m'avez dit ça sur Facebook. Et puis, sans doute qu'il y en a parmi vous qui ont des jeunes qui vont rentrer en période d'examen. Alors, l'organisation personnelle en situation d'examen, eh bien, elle est très importante aussi. Comment on révise pour un examen? Eh bien, euh, on compte le nombre de chapitres qu'on a par matière et on compte le nombre de jours qui nous restent avant l'examen. D'accord? Donc, par exemple, je vais avoir encore 5 chapitres en géo, 3 chapitres en histoire, il me reste 5 fiches en anglais, en français, voilà. Hein. Et donc, ça me fait, je ne sais pas, par exemple, ça va me faire 25 fiches et il reste tant de jours avant l'examen. Donc, eh ben, il ne me reste plus qu'à diviser le nombre de fiches par le nombre de jours avant l'examen en gardant systématiquement un jour de repos par semaine. Donc ça veut dire, hein, il faut retirer le nombre de jours de repos et parce que si le coup de je vais travailler tous les jours, ça ne marche pas. Il faut garder un jour de repos complet. Donc, plus vous vous y prenez tôt, plus votre plan de révision est confortable. Plus vous vous y prenez tard, plus effectivement vous allez vous mettre la pression. Donc, si je me suis bien débrouillée, l'idéal, c'est d'avoir 5 chapitres à réviser par jour, donc 5 heures de révision par jour, pas plus, parce qu'après ça ne rentre plus de toute façon.
Et si je peux en caser 3 le matin et 2 l'après-midi, je peux me garder un temps dans l'après-midi pour aller faire un tennis ou un jogging, hein, ou je peux tout réunir le plus, mais me garder la soirée pour faire autre chose. Toujours avec cette idée de c'est fait et je passe en mode récupération. C'est vraiment important, hein. Mais de toute façon, si vous espérez vous faire rentrer dans le crâne plus que 5 fiches par jour, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est intéressant. Comment on révise? On se fait des fiches synthétiques. Alors, quand je travaillais avec les terminales, j'ai longtemps fait des ateliers gestion du stress, organisation personnelle pour des élèves en terminale. Je commençais l'atelier en leur disant, ouais, et là, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de profs. Entre nous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait, je ne sais plus comment on dit maintenant, parce que ça change chaque année, des fafios, des pompes, des antisèches. Comment vous appelez ça cette année? Alors les gamins, ils commencent à avoir un petit sourire, ils me disent, bah, cette année, on appelle ça des pompes. Ah d'accord, ça s'appelle les pompes. Bah, de mon temps, c'était des antisèches. Ok, alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des pompes? Non. Alors ils se regardent, ils sourient, puis il y en a un ou deux qui osent dire, ouais, moi j'ai déjà fait des pompes, quoi. Ah, ok, d'accord. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas les parents, il n'y a pas les profs. Donc il y en a déjà dans cette classe, au moins deux qui ont fait des pompes. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait des pompes, mais qui ne me le diront pas. Alors là, les gamins ils commencent à avoir un petit sourire en coin. C'est des filous, hein, même en terminale. Et donc je dis, ok, alors, juste, avez-vous remarqué que quand vous avez fait une pompe, et ben finalement, vous savez votre leçon et vous n'avez plus besoin de la sortir de la trousse. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et là, les gamins, du coup, ils se regardent, ils éclatent de rire, ils disent, bah oui, bah oui. Alors, je dis, voilà, comment on révise? On fait des pompes. Alors, je dis, attention, je ne dis pas qu'on sort les antisèches de la trousse en contrôle. Je dis que le meilleur moyen de réviser, c'est de faire des fiches synthétiques de vos leçons. Donc, vous lisez la leçon, vous faites une fiche synthétique comme vous auriez fait une pompe pour tricher, mais vous ne trichez pas. Par contre, vous apprenez votre fiche par cœur. Et donc, si vous avez fait des fiches toute l'année, quand vous arrivez au moment des révisions, vous n'avez plus qu'à relire vos leçons et à mémoriser vos fiches de manière très visuelle. Hein, sur une fiche, petit 1, grand A, grand B, on repère assez bien ce qu'il y a sur la fiche. Et donc, l'idéal, c'est de faire 5 fiches par jour, pas plus. 5 fiches par jour, 3 le matin, 2 l'après-midi, c'est suffisant, avec soit un morceau d'après-midi pour faire autre chose, du sport, etc. Soit rapprocher, pause déjeuner, je reprends mes fiches pour avoir une bonne soirée pour faire autre chose. À 5 fiches par jour en gardant une journée de repos, on est au top pour réviser. Au top pour réviser. Donc vous direz ça à vos jeunes. Et là, par contre, ça vaut vraiment la peine d'appliquer la méthode que je vous ai dit. Commencez toujours par la matière que vous aimez le moins. Toujours. Parce que là, par contre, ça va vous desservir. Si par exemple, je déteste les maths et que j'adore l'anglais, je vais traîner, 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 traîner sur l'anglais pour retarder le moment de me mettre à mes maths. Et donc, je vais perdre du temps, je vais me fatiguer, je vais gaspiller mon temps pour retarder. Alors que si je sais que je déteste les maths et que je commence par les maths, je ne traînerai pas sur l'anglais, donc je garderai le même rythme pour le reste. Sans compter la fierté et le soulagement d'avoir fait ma fiche de maths pour aujourd'hui. Donc, s'il y a une matière que je déteste, il faut vraiment essayer au maximum de n'avoir qu'une fiche de cette matière par journée de révision et de toujours commencer par celle-là pour avoir l'esprit libre et tranquille après. C'est vraiment la sensation qu'on a, la bonne conscience d'avoir fait ce qu'on n'avait pas envie de faire, d'avoir rempli le contrat de la journée et de pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc ça, c'est pour nos jeunes en révision, faire des fiches et des programmes de révision. Et puis, pour conclure, je voudrais revenir sur cette journée de repos qui est qui est impératif pour intégrer ces révisions. Il faut qu'il y ait vraiment un jour où on ne fait rien, et notamment la veille des examens. On a fermé tous les cahiers, on va taper dans un ballon dehors, on va à la piscine, on fait autre chose, mais la veille de l'examen, on ne fait rien. Vraiment. Hein, ça, je demande aux parents d'être vigilants. La veille de l'examen, votre gamin, c'est trop tard. Hein, comme disait Talleyrand, si c'est urgent, c'est que c'est trop tard. Donc, rien la veille de l'examen et essayez au maximum de garder une journée de repos par semaine. Alors, en fonction de la vélocité de votre gamin, s'il se réveille au mois de mai pour des examens en juin, ça va faire un peu court. Là, ce sera compliqué de lui garder une journée sans révision, mais au moins une demi-journée. Il faut avoir un temps de repos. Et c'est valide pour nous aussi.
Nous avons appris dans notre sois fort, sois pas faire, acharne-toi, dépêche-toi, fais plaisir, et cetera, à ne plus respecter notre besoin de détente et de repos. Alors, notre besoin de repos, c'est déjà un énorme problème. Aujourd'hui, les Français sont tous en manque de sommeil, tous. On a notre temps de sommeil qui diminue, qui diminue, qui diminue, y compris pour les enfants. C'est extrêmement grave parce que quelqu'un qui a mal dormi, il vire zinzin quand même. On peut, justement, là, pour le stress, la fatigue, etc. Donc, il faut remettre en place des vrais moments de sommeil. Donc, il faudrait apprendre à se coucher plus tôt, à se faire plus de grasses matinées. Moi, je trouve ça d'une violence inouïe d'être réveillé par un réveil le matin, quoi. Donc, j'essaye au maximum de faire en sorte de toujours être réveillée avant mon réveil. Et les fois où j'y arrive pas, c'est un arrachement, quoi, d'un réveil qui sonne. Donc, dormir davantage, c'est déjà important. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte dans la gestion du stress, c'est qu'en plus de repos, notre cerveau a besoin de détente. Et que entre le repos et la détente, eh ben, votre cerveau fera passer la détente avant le repos. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que des fois vous vous mettriez des claques parce que c'est pas possible. J'ai traîné comme un idiot sur le canapé devant une série débile, ça me fait encore coucher à pas d'heure. Oui, mais mon cerveau, il avait besoin d'être en mode détente et il n'était pas d'accord pour aller au lit parce qu'il n'avait pas son compte de détente. Donc c'est vraiment important de faire la distinction entre la détente et le repos et de prévoir dans vos emplois du temps des vrais moments de détente. C'est pas boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. C'est boulot, détente, dodo. Et après, de trouver en sorte, quand on se, quand on se donne le droit à la détente, c'est de faire en sorte que ce soit une détente qui soit la plus satisfaisante pour moi. Quand je me suis détendue en jouant à des jeux de cartes sur ma tablette, je suis pas très fière de moi, je suis pas très contente de la détente. C'est sûr, ça m'a détendu le cerveau, mais ça m'a pas, je suis pas forcément en accord avec ça, donc j'ai pas réellement bien profité de ma détente. Si, donc, à chacun de savoir qu'est-ce qui me ferait plaisir dans mes espaces de détente. Est-ce que c'est d'écouter de la musique? Est-ce que c'est d'en jouer? Est-ce que c'est de faire de la peinture? Est-ce que c'est de bouquiner? Est-ce que depuis longtemps j'avais envie de me refaire tel film plutôt que de rester devant une série débile, autant me refaire un film que j'aime ou que j'avais envie de voir? Est-ce que c'est de faire du jardinage? Est-ce que c'est d'aller marcher? Chacun d'entre nous sait ce qui nous procure le plus grand plaisir de détente. Peut-être c'est de danser aussi, ou de chanter, ou voilà. Qu'est-ce qui va me donner le plus l'impression que je me suis le mieux détendue? Et les espaces de détente sont à remettre dans votre planning. Dans votre planning, il doit y avoir donc votre to-do list avec vos tâches de 10, 20, 30 minutes, comme on a dit, où on en finit une avant d'en enchaîner une autre. Il doit y avoir des petits moments de pause, c'est-à-dire je ne travaille pas en continu, hein, toutes les heures et demie, 2 heures maximum. Je me lève, je m'étire, je vais boire un coup. Hein, je ne reste pas sur ma chaise plus de 2 heures d'affilée. Il faut vraiment que je me bouge. Je vais boire un peu et je reviens. Donc des petites pauses, hein, déjà dans votre to-do list, prévoir des moments, etc. Des moments de détente. Et si vous voulez être parfaitement zen, rajoutez des petits temps pour absorber les imprévus. Parce que les imprévus, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a toujours un imprévu dans notre quotidien. Tous les jours, il y a un imprévu. Donc, prévoir les imprévus, c'est éviter de se mettre en stress. Une des façons de stresser bêtement, artificiellement, c'est de croire que les imprévus n'ont pas à être là. On retrouve dans le soi parfait. Comment? Mais cet imprévu n'aurait pas dû intervenir dans le planning, ça va pas du tout. Bah si, les imprévus, ça fait partie de la vie. On en a tout le temps. Donc, par exemple, je prévois un temps de trajet. Je sais que d'habitude, j'en ai pour 10 minutes de temps de trajet. Eh ben, je prévois toujours un petit temps pour le cas où il y aurait des travaux ou un accident sur la route qui fasse que, avec le feu des travaux, ben, je vais perdre 3, 4 minutes voilà, toujours prévoir un petit temps pour les imprévus dans tout. Et partir du principe que s'il n'y a pas eu d'imprévu, eh ben, c'est du temps que je récupère en détente. Je suis arrivée 5 minutes en avance à mon rendez-vous, eh ben, je vais marcher 5 minutes dans la rue, me détendre, regarder enfin les nuages et les fleurs plutôt que j'en mourrais d'envie. Ça, c'est un de mes trucs à moi, regarder les nuages par en dessous. C'est un des trucs qui me font complètement délirer, c'est d'être sur le dos et de regarder les nuages. C'est un truc, oh, j'adore les nuages et regarder les nuages sur le dos. Donc, des fois, on ne peut pas être sur le dos, mais on peut quand même être assis sur un banc, élever la tête, avoir
glaner 5 minutes dans ma journée pour pouvoir regarder les nuages, mais c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Et c'est ça qui fait qu'après, mon emploi du temps, il est parfaitement rodé. Voilà, je vous ai donné quelques clés donc pour pouvoir vous organiser, vivre sans stress. Choisissez le bon stress, arrêtez de rajouter des pressions psychologiques débiles dessus. Aucune raison de se dépêcher, aucune raison d'être parfait, le droit de se tromper, le droit d'être fatigué, voilà, tout ça. Et arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Euh, pour l'organisation, organisez-vous en pluritâche, mais travaillez en monotâche avec des to-do list et des rayures. Subdivisez au maximum les tâches pour avoir le plaisir de rayer très souvent votre emploi du temps. Rajoutez de la détente, du ciel bleu et des bandes de temps pour absorber les imprévus. Et normalement, il n'y a plus aucune raison que vous soyez stressé. C'est pour ça que sur le cahier, on a mis le titre, hein, je m'organise mieux et je vis sans stress. Voilà, c'est le principe de ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, eh ben voilà, vous allez pouvoir vivre votre vie et vous me direz merci quand vous aurez baissé votre taux de cortisol et que vous commencerez à ressentir le plaisir des défis de votre vie quotidienne. Ça peut être des petites choses, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire plein de trucs. L'essentiel, c'est que ça vous fasse plaisir, que ça vous donne l'impression d'avancer. Voilà, alors maintenant je vais prendre un moment pour regarder vos questions, vos commentaires et pouvoir y répondre. Voilà. Alors, je vois juste passer un truc sur la flemme. Donc, j'insiste, moi je ne connais pas de gens paresseux. Je ne connais pas de gens paresseux. Je connais des gens fatigués. Si j'arrive pas à le faire, c'est qu'en fait je suis crevée. Je connais des gens pas motivés. Donc là, ce qu'il faut, c'est retrouver ce qui coince et qui fait que soit pourquoi je me force un truc, pourquoi je me force à faire un truc pour lequel je ne suis pas motivée, ou pourquoi je ne suis pas connectée à ma motivation quand je le fais. C'est vraiment important. Je vais prendre un exemple assez bateau, l'exemple des dossiers administratifs. Entre nous, ça fait plaisir à personne de faire un dossier administratif. Souvent, on a tendance à retarder. Pourquoi je ne le fais pas, ce dossier administratif? Eh ben, c'est soit je le prends comme une baleine, je n'ai même pas mis mon nez dedans. En fait, il faut que je rassemble quelques pièces et que je remplisse 3 lignes. Mais justement, pour remplir cette ligne, il me faut ma carte vitale, et puis il faut mon numéro de sécu, et puis il faut mon RIB. Et donc, repérer tout ça, c'est vraiment important. Donc, pour faire ce dossier, qu'est-ce qui fait que je ne rentre pas dedans? Je me suis fait une montagne, alors qu'en fait, une fois que je décortique la baleine en petits morceaux, il me faut telle fiche et remplir tel champ. Mais surtout, pourquoi je remplis ce dossier? C'est la passerelle vers quoi, ce dossier? Hein. Donc, par exemple, remplir ma déclaration d'impôt, c'est la passerelle vers pas d'emmerdement. Une motivation comme une autre. Hein. Je remplis ma déclaration d'impôt, je n'aurai pas d'ennuis. Je ne la remplis pas, je vais avoir des ennuis. Mais je remplis ce dossier parce que j'ai envie d'accéder à ça. Là, pourquoi je veux me forcer à faire ce truc-là? C'est pas que je suis paresseuse, c'est pas que je procrastine, c'est qu'est-ce qui se passe qui bloque. Et donc là, ça vaut le coup que je deal avec moi-même en disant pourquoi tu tiens tant à le faire. Et si tu tiens tant à le faire, reste connecté avec ton envie de le faire. Voilà, avec ton envie de ce que va t'apporter le fait de l'avoir fait. Excusez-moi. Hein, il faut sauter par-dessus ce qu'on a à faire pour aller se placer après. Ça, c'est une autre technique, je vous la donne rapidement aussi, elle est intéressante. C'est quand je dis je vais faire le ménage, je me place devant une montagne de trucs à faire. Si je me visualise 5 minutes après que le ménage soit terminé, c'est super motivant. Si je me place devant le manuscrit que j'ai à écrire, si je me place 5 minutes après avoir rendu mon manuscrit à mon éditeur, je me sens toute légère. Donc, toujours visualiser le après quand c'est fait. Comme ça marche mieux. Alors, je vois qu'il y a plein. Ah oui, les pauses pas bien vues au travail. Ah oui, ben ça, en période d'essai, on ne se comporte pas comme quand on n'est plus en période d'essai, c'est sûr. Il faut être un peu attention. Maintenant, ça va être un petit peu comme l'histoire de la secrétaire du chef pilote. Hein. Il y a un moment donné, si personne ne se l'autorise, personne ne le fait. Si à un moment donné, il y en a un qui donne l'exemple, eh ben, les autres vont peut-être suivre en disant oui, je prends une pause, je suis fatiguée. Mais comme ça, je repartirai mieux. Comme je serai reposée, ça ira mieux.
Il faut oser, par moment, dire oui, je prends une pause et j'assume. J'ai besoin d'une pause, je la prends. Alors, ou la voiture qui démarre pas, VDM du jour. Ah, désolée Mimi, c'est des trucs qui sont bien énervants, effectivement. Et là, c'est pour le coup qu'on a beaucoup de stress. Prévoir dans notre contexte actuel plein d'incertitudes, quelle angoisse. Oui, oui, Gwen, on est en train de faire un exercice hors norme de vivre dans l'instant présent en ce moment. C'est vraiment un truc qui est vraiment puissance 10, hein. Moi, je me marre un peu avec mes potes qui me prétendaient faire de la méditation de pleine conscience et de vivre l'instant présent. Ouais, c'est facile de vivre l'instant présent le temps d'une méditation, mais quand c'est tout le temps qu'on doit le vivre et qu'on ne peut plus rien projeter dans le futur, c'est plus compliqué. Donc oui, c'est un vrai souci. Alors, Anna, qui connaît bien le monde hospitalier, répond à Céline qu'on peut faire la pause aux toilettes quand on a une chef de service suspicieuse, hein. Je vois qu'il y en a qui sont stratégiques dans les hôpitaux, hein. Bravo, bravo Anna et merci pour le conseil. Voilà, donc là, donc ils sont OK pour vous, mes conseils, hein. Alors oui, à partir du moment où on a des enfants, on est obligé de laisser beaucoup de place à l'imprévu, hein. Comme le jour où le hamster a mordu un doigt qui n'arrête plus de saigner, qu'on est obligé d'aller aux urgences pour faire poser des points de suture sur le doigt. Voilà, hein, parce que le doigt dans la cage du hamster est ressorti coupé, par exemple, hein, ce genre de trucs qui ne sont pas toujours prévus. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Voilà, oui, oui, c'est important de rester positif dans ce contexte et de ne pas se laisser imprégner par les angoisses des autres, hein. Euh, là, on va sortir du sujet stress, mais comme ça rejoint et que ça fait partie du contexte actuel, sachez que la peur est quelque chose de très contagieux et que quand j'ai peur, j'ai envie de contaminer les autres. C'est-à-dire que quand j'ai peur, j'aurais plus envie que vous ayez peur avec moi pour me rassurer sur le fait que ma peur est fondée, plutôt que vous arriviez à me rassurer et que vous me fassiez comprendre que ma peur est idiote. Donc vous l'avez tous remarqué, quand vous dites moi j'ai pas peur, les autres essayent au maximum de vous refourguer votre peur, hein. Genre, alors, contexte actuel, t'es vacciné? Non, mais j'ai pas trop l'intention de me faire vacciner. Malheureuse, tu vois, mon dentiste non plus, il voulait pas se faire vacciner, ben il a eu le Covid. Et là, on voit la personne qui est juste en train d'essayer de vous refourguer sa peur. Parce que elle a peur du Covid, elle vous la refourgue. Et là, c'est même pas la peine de lui dire, mais moi, j'ai pas peur du Covid. Oui, parce que tu prendras une place avec un respirateur. Laissez tomber, mais ne vous laissez pas contaminer par les peurs des autres. Mais c'est vrai pour tout. Dès que j'ai une peur, hein, je vais essayer de vous la refourguer. Donc, en ce moment, c'est le sport national. Tout le monde essaye de se refourguer les peurs. Parce que là, je vous ai donné dans un sens, mais je peux vous le donner dans l'autre aussi. On peut faire, ça fait peur de se faire vacciner, ça fait peur de ne pas se faire vacciner. Choisissez votre peur, quoi, quelque part, hein. Et à chacun un petit peu de se protéger des peurs des autres. J'ai déjà assez à faire avec les miennes. Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez prendre l'habitude de dire. Quand les gens essayent de vous vendre leur peur, de leur dire écoute, j'ai déjà assez à faire avec mes peurs, garde la tienne. Voilà. Parce qu'on est dans ce contexte anxiogène, chacun d'entre nous essaye de faire porter ses peurs aux autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de courage sans peur. Donc, c'est normal d'avoir peur. Après, à nous de dealer avec nos peurs et d'essayer de ne pas les refourguer et de nous en occuper. Je vois au passage un truc qui m'intéresse bien, Magdalena, comment différencier la fuite dans le sommeil du besoin de dormir? Ouh, ça c'est une bonne question. Euh, je pense que il faut avoir satisfait son besoin de sommeil avant de répondre à ça. Je te donne un exemple concret. Quand j'étais plus jeune, que je travaillais beaucoup en élevant deux enfants en bas âge, etc., j'avais un emploi du temps de cinglé à l'époque. Quand j'arrivais en vacances, à chaque fois que j'arrivais en vacances, je passais les 3 premiers jours à dormir matin, midi et soir. Je faisais des nuits de 12 heures, j'ouvrais un œil pour le petit déjeuner, je piquais du nez vers 10 heures, je redormais jusqu'au repas de midi.
je rouvrais un œil le temps de préparer le déjeuner, de le faire, et hop, je refaisais une sieste et rebelote une nuit complète. Sur 3 jours, systématiquement. Donc il y a des fois, il faut aussi laisser l'organisme récupérer son énorme besoin de sommeil. Et puis, matin du quatrième jour en vacances, je dis coucou, je suis de retour. On peut faire des trucs maintenant si vous voulez, on peut faire du vélo, machin, mais les 3 premiers jours, c'est dormir, dormir, dormir. Donc il y a des moments quand on lâche tout, oui, on dort, hein. Donc il faut aussi beaucoup se donner ce droit. Et c'est seulement après, quand tu considères, donc moi je pense que en dessous de 3 jours pleins de sommeil, enfin, c'était mon rythme à moi, mais je pense que en dessous, tu ne peux pas dire que tu as trop dormi. Donc dors autant que tu as besoin. Et après, si effectivement tu es tout le temps en train de partir dans le sommeil, ça peut être une fuite, ça peut être une dépression. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut d'abord respecter ses besoins de sommeil. Longtemps aussi, je le fais moins maintenant, mais longtemps aussi, je m'accordais une fois de temps en temps ce que j'appelais la journée couette BD Haribo. C'est la journée, mais de régression totale, où je sors pas de mon lit, j'ai mes bonbons, mes BD, je fais rien de ma journée. Si on n'a pas une fois de temps en temps un espace comme ça, alors là, pour le coup, détente, autorisation, hein, les journées couette BD Haribo, c'est quand même particulièrement régressif et c'est particulièrement axé sur la détente. Si on ne s'accorde pas ce genre de moment, comment on peut savoir de quoi on n'est pas en train de se priver et qui fait que voilà. Donc moi je peux me refaire tous les Tintins, tous les Astérix, tous mes Gottlieb. Voilà, c'est vraiment important. Donc, voilà, la fuite dans le sommeil, dans un monde où on est surfatigués tous à cause de nos rythmes, euh, il faut vraiment être très très déprimé pour ça. Et si on est très très déprimé, je pense qu'on le sait aussi, quelque part, hein. Voilà, bon, bonjour Natacha, ça me fait plaisir que tu sois là. Euh, voilà, alors l'état de stress post-traumatique, effectivement, Claire, bonne question, hein, question de thérapeute ça. Le stress post-traumatique, c'est au-delà du stress, c'est effectivement l'organisme qui a été mis dans un tel état d'alerte à cause d'un trauma que du coup, il n'arrive plus à redescendre. Donc le stress post-traumatique, eh ben, il faut le traiter. Alors, euh, Claire, moi j'ai des techniques, j'utilise les techniques PNL de double dissociation pour traiter le stress post-traumatique. Donc le stress post-traumatique, moi je le traite en une séance. On fait vraiment la double dissociation, on use au niveau sensoriel je vais y arriver, toutes les sous-modalités pour user le trauma et après le trauma il s'apaise complètement. Pour information par exemple, je travaille régulièrement avec une entreprise de transport. J'ai déjà eu l'occasion à 3 reprises de soigner le stress post-traumatique d'un accident de voiture d'un des livreurs, d'un des chauffeurs de la compagnie. Et avec la PNL, le stress post-traumatique, on le traite en une séance. J'ai été formée par Chris Hall, numéro 3 mondial, qui a travaillé auprès des femmes violées en Bosnie pendant la guerre de Yougoslavie. Donc les techniques de traitement du stress post-traumatique, je les connais bien, ils sont éprouvés et je te garantis qu'en une séance, moi, j'arrive vraiment à retirer le stress post-traumatique aux gens. Mais sinon, effectivement, il reste à mariner dedans. Ça peut être pendant des années, c'est réactivé. Par exemple, un accident de voiture, ça peut se réactiver sur des années avec un coup de klaxon, un coup de frein, des crissements de pneus ou autre. Ça peut réactiver complètement tout le stress post-traumatique. Donc, c'est vraiment important de le traiter. Il y a des techniques pour ça. Alors après, on parle de MDR, de EFT, tout ça. Si ça marche, tant mieux. Moi, j'ai une technique que je sais, top comme ça. Voilà, donc c'est quand même un petit peu hors sujet le stress post-traumatique sur un truc qui est juste gestion du stress plus ordinaire, mais c'est important aussi que vous le sachiez qu'on n'est pas obligé de rester traumatisé quand on a vécu quelque chose de grave, quoi. Euh, hop, j'avais une question, il y a une question qui a sauté, elle est passée où? Alors, Natacha, les micro-siestes, très très bien. Des micro-siestes de 5 à 10 minutes, une ou deux fois dans la journée, absolument. Une micro-sieste, c'est l'équivalent d'un cycle de sommeil. Donc, si vous apprenez à faire des micro-siestes auto-hypnotiques, faites-les.
C'est hyper relaxant et c'est très efficace, très, très efficace. Donc merci pour ce conseil, Natacha. C'est très, très bien. Monotage difficile dans les soins, bah oui, alors là, si j'ai des soignants avec moi aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre de Dominique Dupagne, La revanche du rameur. Il explique à quel point la façon dont on gère les hôpitaux aujourd'hui est complètement opposée aux besoins qu'ont les soignants et les patients, puisque quand on est dans l'humain, on peut appliquer aucune des règles de l'entreprise. C'est pas des paquets sur un tapis roulant qu'on tamponne les patients. Et donc, il fait une véritable charge sur la façon dont les hôpitaux sont gérés aujourd'hui, qui effectivement sont générateurs de burn-out chez le personnel, non pas tellement pour la charge du travail que pour la désorganisation et la violence humaine que ça fait aux soignants de soigner, j'allais dire de violer dans ces conditions, de soigner en violant leur sens éthique, etc. Voilà, alors, je vérifie si j'ai Aurélie, désolée, j'ai pas eu le temps de répondre. J'ai vu ton mot dimanche, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Puis c'était pas facile de répondre, donc j'ai vu après, tu m'as dit, ouais, j'aurais pas dû t'écrire un dimanche. Non, déjà, faut pas m'écrire le dimanche, mais en plus, faut me laisser le temps de répondre. Je suis très en retard dans mes plannings, donc je suis ravie que tu sois là et désolée de ne pas avoir répondu. Euh, je regarde vos trucs. Prochain sujet, comment ne pas acheter les peurs ou les angoisses des autres. Eh ben, écoute, Gwen, je crois que je vais prendre ça dans ma musette, puis je vais peut-être en faire un petit défi pour un prochain live, effectivement. Je me le note parce que ça me plaît bien, ça. Euh, voilà, comment ne plus être acheteur de peur? Comment ne plus acheter les peurs? Oh, ça me plaît. Voilà, je me le note parce qu'avec mon cerveau percé, tu vois, voilà, to-do list. Hein, vous avez vu, hein, j'applique ce que je vous dis. Je mets sur ma to-do list pour ne pas l'oublier. Gwen, je mets ça dans mon incubateur à idées. Je vois si je peux vous proposer ça peut-être fin mai, début juin, parce que le sujet que tu proposes me plaît beaucoup. Merci. Voilà, alors, en termes d'organisation, des conseils pour ne pas se faire happer par les réseaux sociaux. Oui, Cindy, c'est un problème de dopamine. Là, on n'est plus dans le stress, on est le problème de dopamine. La dopamine, c'est une espèce de petite hormone de récompense quand on a fait un truc dont on est content. D'accord? Donc, j'ai fait le ménage, je regarde mon ménage, j'ai une petite dose de dopamine parce que je suis fière de moi, j'ai fait le ménage. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux nous donnent de la dopamine artificielle en grande quantité pour presque rien. Donc, je vais avoir paradoxalement plus de dopamine quand je suis en train de jouer sur mon bubble shutter à percer des petites bulles avec mon laser à tout, 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 que quand je suis en train de lire un livre. Parce que quand je lis le livre, c'est quand j'ai fini le livre que j'ai ma dose de dopamine. Donc, les réseaux sociaux, allez voir hein, sur la gestion de la dopamine. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Euh, les réseaux sociaux nous rendent addicts à des microdoses de dopamine. Maintenant, je le vois, c'est consternant. Quand j'ai réussi à tirer une dizaine de ballons en même temps, il y a un petit personnage qui apparaît sur l'écran et qui me fait Great! C'est pas vrai. Euh, c'est une machine qui me dit que je suis douée parce que j'ai aligné j'ai aligné 10 ballons dans mes hauts. Où est-ce que je vais chercher ma dopamine? Ferme-moi ça et prends un livre, quoi. Donc, retrouver la capacité à avoir de la dopamine de manière moins immédiate, moins artificielle. Parce que oui, c'est vrai, les réseaux sociaux sont chronophages. Voilà, se créer des bulles de protection par visualisation, c'est une très très bonne idée, Sabine. Voilà. Euh, alors, Céline, est-ce qu'il y a des hypersensibles? Je crois que pratiquement tous mes amis Facebook sont des hypersensibles. Donc, tu es en bonne compagnie. Garde tes peurs, j'ai les miennes. Oui, Anna, merci. Voilà, ben, j'espère on a bien fait le tour de la question. Je vois qu'il y a plein de questions et tout. C'est compliqué de répondre à toutes. Je vous remercie en tout cas de tout ce que vous participez et de tout ce que vous communiquez entre vous aussi. Ça me fait très,
toujours très plaisir de voir que le lien, il est entre moi, vous et vous aussi. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir vraiment vous faire, des plannings carrés, dans lesquels vous aurez plein de to-do list bien rayés avec l'impression d'avoir bien avancé et des vrais moments de détente parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez, parce que la vie, c'est aussi fait pour en profiter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Heu, je vous donne rendez-vous pour un prochain Facebook Live et ben, je pense qu'on va programmer ça, hein, et puis c'est vrai que cette idée de comment plus être acheteur de peur me plaît tellement. Je vais voir si je peux vous prévoir ça pour fin mai et début juin. Et puis donc il y a les webinaires en mai et juin et puis celui que j'ai rajouté en juillet, enfants de manipulateurs, comment les protéger, à la demande de parents qui étaient un peu en urgence pour avoir des clés. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée à tous, je vous fais un énorme bisou et passez une très, très bonne soirée. Au revoir, hein.